mine de rien, il faut quand même bien connaître l'actualité économique du moment. Donc, on vous conseille pendant tout l'été de rester à jour sur ces différents sujets-là. On est surtout sur des sujets qui touchent à la macroéconomie, mais il peut y avoir quelques sujets en microéconomie qui sont, c'est pas forcément la généralité, mais quand il y en a, ils sont un peu pointus. Donc pareil, essayez quand même de couvrir ces différents sujets, d'être à l'aise sur les théories microéconomiques du moment. Alors, ce qui est attendu du coup lors de l'oral, c'est un plan clair en 2 parties avec une problématisation assez rapide. Il ne faut pas trop s'attarder sur la problématisation pour se focaliser vraiment sur le contenu. Ça, je pense que c'est valable aussi pour la plupart des oraux. En fait, en 20 minutes de préparation, on n'a pas le temps de proposer une problématique aux petits oignons pour vraiment aller à l'essentiel pour remplir le contenu de l'oral. Les examinateurs, finalement, ils vont vérifier si on maîtrise un certain nombre de concepts économiques. Donc, si on prend l'exemple de la dette, il faut savoir définir du coup le déficit, les règles budgétaires européennes, et pouvoir donner des exemples de pays avec un faible et un fort endettement, pour vraiment aller en fait en profondeur des sujets, pouvoir les définir à l'oral avec des théories et des auteurs. Dans le contenu des 2 parties, il faut alterner entre les théories économiques, des connaissances sur le monde économique et des exemples, du coup, comme on le disait, pour illustrer son idée. Il n'est pas attendu de démonstration de votre part, ni de faire des graphiques. L'exercice de l'oral, finalement, il se rapproche davantage de l'économie littéraire et politique. C'est un peu comme ce qui est enseigné finalement à l'université ou en IEP. Il est conseillé également d'avoir quelques chiffres à l'oral et de connaître les principaux indicateurs et les agrégats économiques, ne serait-ce que pour rebondir sur les questions. Comment se préparer? Du coup, notre collègue il vous propose 2 livres. Donc, pour la macroéconomie, le livre d'Agnès Benassi-Kéré, donc qui s'appelle tout simplement Politique économique. Et pour la microéconomie, ça s'appelle La microéconomie en pratique d'Emmanuel Buisson-Fenet. Ok, merci beaucoup Emma. On passe à la matière suivante qui est gestion comptable et analyse financière et c'est notre spécialiste Pierre qui s'y colle. C'est la meilleure des options. Alors, ça n'aurait échappé à personne, donc il y a eu un contexte nouveau cette année puisque à l'écrit, donc une épreuve de gestion comptable et financière a pointé le bout de son nez. Donc ça va de pair avec une refonte du programme qu'il faudra bien maîtriser, on va dire en long, en large, en travers et en diagonale. Je vais vous présenter, on va dire, l'épreuve en 5 points. Tout d'abord, en ce qui concerne le sujet que vous allez tirer. La première année où je l'ai passé, j'ai eu un sujet qui était hors programme, qui portait sur les aides d'État des pays en voie de développement durant la crise sanitaire, et la seconde année sur les limites de la comptabilité. Moyennant quoi, il faut s'attendre en fait à avoir un sujet qui peut être dans le programme et un qui ne l'est pas. Il faut donc que vous soyez prêt à traiter un petit peu n'importe quel sujet. Ça peut être soit une question ou en tout cas une affirmation qui vous est posée, avec un plan détaillé qui en découlera. Ou alors, d'autres années, ils ont eu des exercices, par exemple, sur les salles intermédiaires de gestion, sur les tableaux de financement. Comment est-ce que je vous conseille de préparer, on va dire, vos traités? Bon, comme ça a été présenté tout à l'heure, bien maîtriser donc le programme de l'épreuve, bien relire le rapport du jury des années précédentes, découper vos traités en différentes plages selon les différentes thématiques, sans forcément trop s'épuiser. Également, garder un œil sur l'actualité, alors notamment surtout en gestion comptable, économie, même droit du travail, vous allez avoir beaucoup peut-être de certaines nouveautés qui risquent d'arriver. Il faut maîtriser les différents chiffres qui pourront vous servir là, si un exemple concret est nécessaire sur un différent sujet. Autre point, moi, je vous conseille également de ne pas être du tout sec sur les grands principes en économie. Alors aussi, incongru que ça puisse paraître, c'est une épreuve de comptabilité et de finance, mais il n'en demeure pas moins que les grands concepts peuvent être nécessaires. Je pense à Keynes, Marx, etc. Les chiffres clés, donc j'en ai parlé. Autre point, ça reste une épreuve technique, mais je pense que c'est également une épreuve de posture. On va essayer de vous tester des fois sur des sujets que vous maîtrisez pas forcément, voir un peu comment vous réagissez, de façon à se projeter un peu dans votre futur professionnel, à voir comment vous comportez face à une situation qui n'est pas évidente. Donc, entraînez-vous durant l'été sur des sujets assez difficiles, en temps limité, avec des collègues, si c'est pas possible, avec vos proches. Et n'hésitez peut-être pas à vous filmer pour voir un petit peu votre gestuelle, parce qu'il y a le fond qui va être important, mais également la forme est tout autant. Je peux répondre à d'autres questions en gestion comptable, bien évidemment, donc en direct ou par la suite, si c'est nécessaire. Ok, merci Pierre. On passe à la matière suivante qui est donc questions sanitaires et de protection sociale. C'est Jeanne qui va nous en parler.
Oui, donc du coup, l'oral des questions sanitaires et de protection sociale, donc toujours les mêmes modalités, 20 minutes de préparation, 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Normalement, si vous avez choisi cette épreuve, vous devez déjà vous y connaître un tout petit peu, puisque l'épreuve étant obligatoire aux écrits, vous êtes sans aucun doute un expert de la protection sociale. Cet oral va vous faire repenser cette réputation d'expert en protection sociale, puisque les sujets sont très pointus, pour ça la plupart. Ils sont nombreux, ils sont vastes, et donc du coup, votre été va surtout servir à repasser sur vos révisions. Normalement, vous devez avoir une vision assez globale de la protection sociale au moment où vous en êtes, et à creuser en fait les différents aspects des chapitres. Je vais prendre un exemple. Je prends un témoin aussi les autres membres de l'assistance qui ont fait passer cette orale. Je prends le thème de la santé. Bon, bah voilà, un thème général à l'écrit va porter sur les grandes questions sanitaires, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir depuis c'est ça, les grands enjeux de la santé. Ça va porter vraiment sur un thème très généraliste pour 4 heures de dissertation. Là, on va parler plus, je sais pas moi, la place du médecin dans la protection sociale. Voilà, vous avez 20 minutes. Ça va être des sujets qui vont être parfois très pointus. Je préfère être précise en disant qu'il vous sera forcément impossible de tout savoir et de pouvoir répondre à tout. Et en fait, c'est là où votre approche large va pouvoir vous servir, parce qu'en fait, ils ne s'attendent pas forcément à ce que vous soyez non plus un expert prêt à faire conférencier sur la protection sociale, mais qu'en gros, vous soyez en mesure de leur dire quelque chose. Donc, je ne sais pas, par exemple, un des grands sujets de l'année dernière, c'était France Travail. Point. On se doute que vous n'êtes pas expert à France Travail, que vous n'y travaillez pas, mais par exemple, ils vont vous attendre au tournant sur tout ce qui est les grandes questions des politiques de l'emploi, qu'est-ce qui se dit dessus en ce moment. Et après, évidemment, si vous avez un peu ramé pendant la présentation, ils essaieront de vous rattraper sur les questions. Pour les références, en ce qui concerne la matière, ce sont toujours les mêmes. Hein. C'est toujours le UTO, le livre de Gilles Nézosi. Et puis après, n'hésitez pas surtout à vous appuyer sur les rapports. Les rapports sont vos amis. Mais pas trop, hein, faut pas les connaître par cœur. Juste en gros, les grandes idées, les grandes propositions. Ça permet de nourrir donc la structure de votre présentation, qui se rapproche quand même pas mal de celle d'une disserte, puisque c'est 2 parties, 2 sous-parties, avec encore une fois, voilà, une présentation de la connaissance de l'histoire de la protection sociale. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les grands enjeux, les grandes problématiques et les grandes propositions faites autour à ce sujet. Donc, à partir de là, normalement, si vous avez cette structure en tête, ça devrait aller pour vous. J'y pense parce qu'on n'a pas trop parlé de comment s'organiser pendant les 20 minutes de préparation. Je ne sais pas si on peut en dire quelque chose. Bien sûr, oui. À titre personnel, 20 minutes, ça passe très très vite. Donc du coup, faut s'entraîner en fait à l'exercice, et surtout à s'entraîner à dérouler un mini plan détaillé sur le temps imparti. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas le temps, comme pour une dissertation, de bien vous interroger sur les tenants, les aboutissants. Faut dérouler. Et d'ailleurs, généralement, le jury ne va pas attendre non plus un degré de précision aussi avancé. Donc ça, c'est pas forcément un sujet d'inquiétude, mais du coup, c'est plus un exercice de vitesse. J'aurais tendance à dire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, ceux qui ont passé l'épreuve. Oui, juste ce jury, parce que je crois qu'il n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Ils n'ont pas tendance à ouvrir les sujets, hein, contrairement à d'autres matières. Ils vont creuser vraiment le sujet, donc comme le disait Jeanne, mais voilà, c'est juste pour vous dire, attention, ils ne vont pas élargir. Et tenez bien sur tout le temps qui vous est dédié, parce que effectivement, sinon, vous leur laissez encore plus de temps pour qu'ils vous posent des questions. Il faut être assez stratège. Et moi, juste pour info, mon sujet, ça a été les taxes comportementales. Voilà. Donc, c'est effectivement, c'est quand même des sujets très, j'ai envie de dire, un peu pointus quand même. Donc, vraiment, l'effort, c'est essayer d'ouvrir le sujet, parce que sinon, c'est impossible de tenir. Hein, voilà, voilà. Un bon conseil pour faire ça, généralement, c'est vraiment d'essayer de relier avec des choses que vous connaissez déjà. Je ne sais pas, par exemple, à un moment, moi, mon sujet se portait sur la gouvernance. J'ai eu de la chance, je suis tombée sur un sujet assez généraliste. Et en fait, après, ils ont voulu me cuisiner sur l'Europe sociale. Il s'avère que je connaissais pas forcément tout, mais je disais, mais ça me rappelle une jurisprudence européenne assez intéressante sur la question. Et comme ça, ils voient que vous êtes de bonne volonté quand même, quoi, que vous n'êtes pas là pour abandonner, vous êtes des battants. Et généralement, ça, c'est plutôt apprécié.
J'en profite pour glisser un mot sur un passage qui m'a étonné dans le rapport du jury de l'année dernière. Je sais que c'est stressant ce genre d'épreuve, mais restez calme, surtout vis-à-vis du jury, parce que visiblement, l'année dernière, c'est pas ce qui s'est passé, et il y a des gens qui ont été assez grossiers, et c'est ce que j'en ai lu dans le rapport. Voilà, donc évidemment, ça c'est rédhibitoire. Restez souriant, gardez votre calme, ça va bien se passer. Oui, ça paraît évident, mais Ouais. c'est le jury qui va vous noter, donc faites en sorte de paraître sous votre meilleur jour. Et j'en profite effectivement pour rappeler le bon conseil qui est de lire et relire les rapports du jury qui sont en ligne sur le site de l'N3S. On vous l'avait dit pour les écrits, mais c'est valable aussi pour les oraux. Si on en a terminé de cette matière, merci Jeanne, on passe à la science politique avec Emma. Oui. Là, j'ai préparé, j'ai passé l'épreuve, donc ça, je pourrais un peu mieux en parler, répondre aux questions si vous en avez. Du coup, sciences politiques, pareil, le format de préparation, de présentation et de questions reste le même. Le temps de préparation, et comme on l'a dit, il sert bien à organiser le propos et l'exposé. Vous pouvez rédiger une introduction qui doit être courte et efficace. Et à la différence de mes collègues, pour la science politique, moi, je conseille quand même de faire une problématique dans la mesure où les sujets de sciences politiques peuvent être beaucoup plus larges. Et donc, c'est intéressant quand même avec une problématique, vous pouvez vraiment emmener le jury vers un angle précis que vous souhaitez détailler. Donc, moi, personnellement, je vous conseille de faire une problématique pour la science politique. La problématique n'a pas forcément besoin d'être très détaillée ou très bien amenée, mais l'idée, c'est quand même qu'on voit un petit peu le fil directeur de votre oral. Et vous pouvez l'introduire de façon très, très scolaire, avec des formules style « nous pouvons nous demander dans quelle mesure, gna 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 ». C'est pas rédhibitoire, puisque l'idée à l'oral, c'est que vraiment l'examinateur, le jury, il puisse suivre votre raisonnement de pensée, votre méthode de pensée. Donc, insistez lourdement sur les connecteurs logiques. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Vous pouvez faire une petite conclusion si vous avez le temps. Moi, j'en ai pas fait parce qu'en plus j'étais un peu ric-rac niveau temps, donc voilà, c'est pas rédhibitoire si vous n'avez pas de conclusion à cette orale-là. L'épreuve de sciences politiques, et finalement, elle suit un programme qui est quand même assez large. Il est décrit dans les arrêtés officiels. Donc, si vous n'avez pas encore été les voir, je vous invite à le faire, parce que c'est sur ça que vont se baser toutes vos révisions. Les grands axes du programme, pour le moment, il y en a quatre, pardon. C'est la construction du politique, la participation politique, les acteurs et les organisations politiques, et l'action publique et ses recompositions. Donc, on est sur des programmes assez larges, mais vous verrez qu'ils sont subdivisés en plusieurs petites catégories. Et donc, ces sous-thèmes, finalement, ils peuvent faire l'objet d'une question plus ou moins précise le jour de l'oral. Personnellement, je vous invite à faire des fiches en fait sur chaque thème. Vos fiches elles doivent comprendre une partie théorique, une partie un peu plus générale qui se dégage de ces thèmes et une partie vraiment plus resserrée où vous devez avoir des noms d'auteurs, de politologues, de sociologues que vous pourrez ressortir lors de l'oral. L'idée, c'est d'avoir toujours un ou plusieurs noms que vous pouvez citer. On ne peut pas faire un oral de sciences politiques sans citer aucun auteur, sans citer aucun politologue, aucun sociologue. Il faut vraiment que votre propos, il y ait quelqu'un, une sommité dans son domaine qui l'ait dit avant et qui puisse justifier ce que vous amenez. Donc, moi, je vous conseille de prendre des auteurs qui sont un peu transversaux et que vous pouvez réutiliser sur pas mal de sujets. J'avais déjà fait cette recommandation lors du précédent webinaire, mais des auteurs style Tocqueville ou Bourdieu, c'est un peu des mines d'or qui permettent d'aller sur différents sujets et que vous n'avez pas besoin de réviser plusieurs fois, quoi, parce que finalement, ce qu'ils disent, ça peut s'appliquer à plein de choses différentes. Pour rappel, la fiche ressources que notre promo a faite, elle est toujours disponible sur la page LinkedIn. Je vous conseille vraiment d'aller la voir pour si vous préparez l'épreuve de sciences politiques ou même les épreuves de droit public et économie. Les ouvrages qu'on a mis, ils sont toujours d'actualité et toutes les références qu'on a pu mettre, vous pouvez les réutiliser pour les oraux. L'avantage de la matière de sciences politiques, en fait, c'est que les oraux, pour la plupart, les sujets d'oraux, ils sont plutôt bien cadrés par les manuels universitaires, j'entends. Il peut y avoir des types d'oraux un peu plus originaux ou alors un peu plus alambiqués,
Mais de ce que j'ai pu voir, c'était pas non plus la majorité. Donc, c'est un peu vraiment la faute à pas de chance si vous tombez sur un sujet très pénible. Mais en tout cas, la liste des sujets qui sont tombés dans les années précédentes est disponible sur un Excel et je pense qu'on va l'actualiser avec les récents sujets. Donc, je vous conseille d'aller voir et d'essayer de faire de vous entraîner chez vous pour voir si vous êtes capable de répondre aux sujets qui ont été posés. Donc, moi, j'étais tombée sur le vote en France. Ou la sociologie du vote, je me rappelle plus trop Un sujet d'actualité. Voilà. Donc toujours très d'actualité, mais c'était un sujet assez général, donc j'avais pas eu trop de mal à dérouler un plan sur ça. Mais la problématique, du coup, justement, m'avait permis de donner un fil directeur un peu plus précis. Dernier petit conseil, ne négligez pas l'histoire de France. Il y a même des oraux de sciences politiques qui peuvent faire l'objet d'une question sur l'histoire de France sous un aspect un peu plus politique, du coup. Ouvrez votre Becherel avant, du coup, l'épreuve. Ce sera toujours utile de connaître l'histoire de France depuis le XVIIIe siècle. C'est pas le Becherel? Non, le Becherel, c'est la conjugaison. Non, le Becherel, ils ont sorti. Moi, j'ai révisé avec ça. Il y a un Becherel de l'histoire de France qu'ils ont sorti. D'accord. Bon, C'est dans la fiche. Emma nous en apprend. Emma nous en apprend sur les éditions. Ouais. Depuis le XVIIIe siècle, pas besoin de retourner jusqu'au Moyen-Âge, hein, mais depuis le XVIIIe siècle, ça peut être pas mal. Et puis, voilà, dernière chose, l'épreuve de sciences politiques, c'est pas non plus un discours syndical. Donc, si vous donnez votre avis, essayez de le justifier avec des auteurs, des politologues, et essayez de le nuancer aussi. Donc, ne partez pas non plus dans des diatribes sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Essayez forcément de bien nuancer votre propos et d'être quand même assez lisse. Ça, c'est vrai pour tous les oraux. C'est bien de voir une personnalité et de pouvoir montrer qu'on a réfléchi sur la question, voire même qu'on a un avis personnel, néanmoins, évidemment. Votre avis n'est peut-être pas celui du jury, et le jury ne cherche pas à voir quelles sont vos opinions politiques, donc il faut veiller effectivement à rester bien nuancé et suffisamment neutre pour ne heurter aucune sensibilité politique, idéologique et autres. Et pour confirmer ce que disait Emma, effectivement, on va faire un recensement des sujets, des oraux, qui sera peut-être pas complet, mais on va faire ce recensement et on vous le diffusera, ainsi que ceux des années précédentes qui ont été recensés par nos collègues des promotions précédentes. Merci Emma. Donc la matière suivante, c'est santé publique et c'est Estelle qui va nous en parler. Donc, santé publique, alors déjà, point d'attention, notamment pour, je pense, aux internes qui pourraient être tentés de prendre un manuel en santé publique. Vous ne préparez pas le HESP, donc je pense que souvent les externes sont peut-être mieux préparés en fait à cette matière que les internes. Donc, prenez surtout l'arrêté, hein, comme je sais plus si c'était Emma ou Jeanne qui le disait tout à l'heure, mais c'est la base, hein, c'est ce qui vous sera demandé, c'est le programme. Et en fait, si vous balayez pas le programme, vous risquez de faire des grosses impasses qui ne vous seront pas pardonnées. Donc, moi déjà en termes de conseils, vous prenez l'arrêté. 2, pour chaque sous-partie de l'arrêté, soit vous faites des fiches. Pourtant, je ne suis pas une adepte des fiches, mais là, il n'y a pas de solution parce que les manuels santé publique sont vraiment plus orientés EHESP. Donc, soit ça va être beaucoup trop détaillé par rapport à ce qui est attendu pour le concours, ou alors il y a finalement peut-être des sujets que vous n'aborderez pas. Donc là aussi, même conseil que mes camarades, surtout regardez la composition du jury, parce que dans le jury, ils ont chacun leur marotte. Alors là, je sais que le sujet a pas mal changé. Mais l'année dernière, il y avait une IGAS et une CNAM. Forcément, comme par hasard, il y avait des petits, forcément, ils vont venir sur leur sujet, parce que là aussi, contrairement aux questions sanitaires et protection sociale, elles ont tendance à ouvrir le sujet. Alors cette année, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, c'était quand même une approche assez large des choses. Et d'ailleurs, généralement, elles s'intéressaient aussi à nos organismes de rattachement. En tout cas pour les internes, bien entendu. Là, je recommande, comme pour les autres matières, hein, c'est une intro, une problématique, un plan en 2 parties, voilà. Être toujours strict dans son approche. Idem, quand vous allez préparer ces fiches pendant l'été, ne faites pas ça seul parce que c'est monstrueux comme travail. Vous êtes déjà fatigué. Donc, je sais pas, faites ça à 2 ou 3. Et comme pour les autres matières, prenez les sujets des années précédentes et amusez-vous, si je puis dire, à faire des réponses à ces sujets-là. Peut-être que vous n'aurez rien à dire, mais en fait, vous verrez qu'à force, c'est juste de l'entraînement.
vous arriverez à pondre un plan, par je ne sais quel miracle, mais vous y arriverez, n'en doutez pas. Je pense qu'on était tous dans le même cas à un moment ou un autre. Sinon, mon sujet l'année dernière, c'était la conciliation médicamenteuse chez les personnes âgées. Voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé, mais voilà. Donc, ça peut être ce type de sujet. Tu as que des sujets pourris, toi. Hein Tu as que des sujets pourris, toi. Moi, j'étais contente parce que je travaillais en ARF sur la conciliation médicamenteuse chez les personnes âgées. Donc, si tu j'ai la chance, hein, là, Quel nouvel petit billet, toi. voilà. Donc là aussi, hein, comme pour les autres matières, c'est votre capacité à rebondir, la posture. Donc effectivement, évitons l'agressivité, ça marche rarement. Et votre capacité à structurer le sujet et à prendre un peu de hauteur. Voilà. Mais sincèrement, c'est pas du tout insurmontable. Tant que vous avez pu balayer un peu l'ensemble, voilà. Mais vous verrez, hein, il y a notamment toutes les agences. Donc voilà, ne faites pas d'impasse parce que ça tombe très régulièrement. Voilà. Merci Estelle. Et on va terminer par le meilleur pour la fin. Il y a des personnes qui aiment les statistiques et parmi nous, Alex. Donc alors, j'ai passé les statistiques et les probabilités. Alors juste pour dédramatiser, hein, ça faisait 20 ans que j'en avais pas fait. Et je n'étais pas forcément très forte à la base, mais bon, ça se fait. Le programme, par contre, il est très, très dense, il est très lourd. Alors, le déroulement, en fait, vous avez 2 exercices que vous préparez pendant 20 minutes dans votre petite salle. Vous avez, alors, avec les exercices, vous avez un formulaire avec, justement, les différentes formules. Alors, elles n'y sont pas toutes, mais les principales y sont. Donc, ça peut aussi vous dire, parce que bon, les formules sont quand même assez imbuvables à retenir par cœur. Donc là, au moins, bon, ça vous aide un peu. Donc, les 2 exercices, après, vous les présentez à l'oral au tableau. Donc, voilà, il faut vous habituer à présenter vos exercices. Et vous avez des questions, en fait, le jury, si vous en sortez bien, vous pose des questions subsidiaires. Alors, pendant l'exercice, en fait, pendant que vous démontrez vos exercices, si par exemple vous avez fait une petite erreur, des fois, voilà, ils vous réorientent quand ils voient que c'est par exemple une erreur de calcul, tout ça. Sur la calculatrice, donc vous n'avez pas le droit à la calculatrice scientifique lycée, vous avez le droit à la calculette collège. Alors voilà, ce serait dommage en fait de ne pas pouvoir l'utiliser et de ne pas faire attention à ça. Pour ma part, j'avais commencé par travailler sur les annales de terminale, spécialité maths, pour reprendre un petit peu les exercices. Et puis après, je vous conseille un livre, en fait, qui est le Duno. Alors, c'est probabilité statistique. Voilà. Et puis, de refaire les sujets, en fait, qui sont en fait, dans les annales sur le site de la N3S, parce que c'est potentiellement ce type de sujet qui tombe. Et puis, bon, ça peut vous aider. Voilà, le jury, quand il voit que vous en sortez bien, il va essayer de pousser un peu plus loin et d'aller sur d'autres questions, d'autres thématiques, voilà, pour essayer de balayer toujours un peu le programme. Enfin, voilà, après, c'est une matière, ça change un peu du droit ou voilà, de la santé publique, tout ça, parce que en fait, ce sont des exercices et ça change un peu l'été de faire des exercices de stade proba. Mais ne vous arrachez pas les cheveux, c'est jouable. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, si vous avez des questions au stade proba, n'hésitez pas. Je dirai comment j'avais travaillé. Merci Alex. Donc on a terminé le tour des oraux techniques. On va passer à la thématique de l'entretien avec le jury, autrement appelé grand oral. Et je vais laisser commencer Estelle sur ce sujet. Merci Charlie. Donc là, ça c'est l'épreuve reine, hein, quelque part. Ça peut vraiment vous rattraper vos points puisque c'est quand même le plus gros coef. Donc quelque part, les matières techniques, alors, je vous invite bien à les réviser, bien entendu. Mais s'il y a bien un endroit où il faut s'entraîner, c'est bien le grand oral. Donc là, ça rejoint ce que disait déjà Jeanne ou Emma, je ne sais plus, désolée, sur les CV et lettres de motivation. C'est finalement votre CV, votre lettre de motivation, c'est un peu l'introduction de votre grand oral parce que avant de vous rencontrer, c'est ce que le jury aura. Donc on se répète, mais pourtant tous les ans, visiblement, il reste des fautes d'orthographe, que ce soit dans le CV ou la lettre de motivation. Donc ne faites pas d'impasse là-dessus parce que certains se sont fait cuisiner par le jury d'emblée sur les fautes d'orthographe. Donc là, c'est hyper déstabilisant, c'est très dur de se rattraper. Donc voilà, donc ça déjà c'est le prérequis technique. Le grand oral, grosso modo, ça consiste en quoi? Il s'agit de présenter son parcours,
de présenter notamment ses réalisations probantes. Alors, je pense que interne comme externe, c'est tout à fait valable, hein, parce que même des jobs d'été, bah, ça se valorise, hein, il n'y a pas de raison. Des motivations qui vous poussent à faire justement cette école et maintenant, et comment est-ce que vous projetez en sortie? Alors, bien sûr, effectivement, interne-externe, on n'aura pas tout à fait la même approche. D'ailleurs, le jury n'est pas le même. Mais de toute façon, c'est vraiment cette structure-là qui est attendue. Grosso modo, faites attention dans votre présentation parce que le jury va avoir défilé beaucoup de personnes. Il faut quand même être un peu dynamique. Alors, évitez l'agressivité là aussi parce que forcément, on va vous poser des questions un peu pièges, hein. On évoquait les adresses tout à l'heure. Enfin, il y a toutes sortes de questions. Si vous aimez les bouquins, mettez pas j'aime les romans policiers, précisez, quoi. Je sais pas quel auteur ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut être malin, quoi. Faut orienter pour que le jury ait envie de vous poser des questions dessus. Donc, si vous avez une passion, je sais pas, ça peut être le karaté, le jeu de go, ou je sais pas, mettez-le, mais sachez argumenter derrière, quoi. Parce que là, à tous les coups, ils vont vous poser des questions dessus. Et il s'agit de se différencier un peu, quoi. En parallèle, quand vous faites votre argumentaire du grand oral, n'oubliez pas d'aller lire le référentiel Leaders, qui vous donnera un peu les éléments clés pour développer vos qualités dans le cadre du grand oral. Une autre qualité qui sera appréciée, c'est de rester humble surtout. Parce que si vous êtes un peu trop prétentieux, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, ils ne vous louperont pas a priori. Voilà. Comme pour les autres oraux, il faut s'entraîner à faire des oraux blancs. Donc là, dès que vous avez des personnes qui peuvent vous faire passer l'oral blanc, le grand oral blanc, faites-le, prenez en compte les remarques. Alors vous verrez, parfois vous aurez toutes sortes de retours, peut-être contradictoires, mais notez, et puis après vous, vous ferez le tri dans ce qui vous paraît essentiel ou accessoire, parce que c'est quand même vous qui vous connaissez le mieux. N'hésitez pas à vous filmer, à savoir, notamment ça vous aidera soit en termes de gestuelle, comme en termes de la façon dont vous allez poser votre voix. Et chronométrez-vous, parce que ça c'est super important. Il va falloir que vous appreniez par cœur le déroulé de votre grand oral. Alors l'année dernière, moi je m'étais posé la question, est-ce que j'ai droit à un support? Parce que j'avais un peu peur d'avoir un trou de mémoire. Donc oui, vous avez droit à un petit support écrit, alors pas à projeter, hein, mais c'est juste pour vous au cas où, c'est un peu une sorte d'anti-sèche, mais vous y avez droit au grand oral. Ça peut vous aider notamment dans la structure de vos propos, puis ça peut tout simplement juste rassurer. Comme pour les autres épreuves, renseignez-vous sur la composition du jury, parce que là aussi, il n'y a pas de miracle. Généralement, ils vont venir sur leur sujet, hein, ça c'est sûr. La composition du jury, comme on vous l'a dit, elle est disponible. Je vais mettre le lien, mais elle est sur la page de l'EN3S. Hein. Voilà. Et alors, les vêtements, faites attention, parce qu'il ne s'agit pas de se déguiser et de se sentir mal à l'aise. Le grand oral, c'est quand même c'est un entretien d'embauche, hein, ni plus ni moins. Donc oui, il faut être formel, mais si vous sentez mal à l'aise, effectivement, c'est pas non plus le but. Donc faites attention à la météo de Saint-Étienne à cette saison qui, le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud. Donc voilà, je vous dis ça parce que ça peut quand même pas mal jouer, notamment sur votre prestation si vous n'êtes pas bien dans vos vêtements. Voilà, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important. J'y pense, je lis juste un mot. Selon les personnes, il est possible qu'il y ait plusieurs jours d'intervalle entre vos oraux. Je sais parce que genre, ça vous est transmis peu de temps après l'admissibilité et ça implique quand même quelques adaptations pour les réservations des hébergements, des transports. Enfin, je sais que par exemple, moi j'avais passé mes oraux avec 10 jours d'écart. Un vrai plaisir. Désolée, Estelle, je t'enlève. Non, mais en plus, j'avais fini, donc je laisse Charlie aussi. Oui, écoutez, quelques compléments peut-être, voire rappel, parce qu'Estelle a déjà dit pas mal de choses. C'est des petits détails, mais à la fin, c'est un cumul qui fait la différence. Donc, arriver en avance, c'est bête à dire, mais vous éviterez du stress. Regardez le temps de trajet si vous venez en train depuis la gare, etc., pour ne pas être dans le rush au dernier moment, parce que vous allez stresser beaucoup plus. Sachez aussi que donc, les oraux se déroulent dans les locaux de l'école, que les jurys passent des journées entières à voir défiler des candidats et que de temps en temps, ils prennent des pauses, ils vont dans le couloir, la machine à café, donc vous êtes susceptible de croiser à tout moment des membres du jury, donc soyez pro en toutes circonstances, y compris dans le couloir, voilà. J'insiste également sur effectivement l'importance de la première impression que vous allez donner, donc la tenue vestimentaire professionnelle, mais dans laquelle effectivement vous êtes à l'aise. Hein, il ne s'agit pas de forcément venir en costume cravate si vous n'êtes pas habitué à ça. Hein. Pour ma part, je n'avais pas de costume, c'est pas du tout rédhibitoire. Hein.
Essayez de sourire quand vous arrivez, même si vous êtes stressé, c'est pas évident, mais il faut essayer. L'important, c'est effectivement de tenir sa présentation en 10 minutes et pas plus. Donc, moi, je conseillerais même de viser peut-être 9 minutes, 9 minutes 30 lorsque vous répétez, pour éviter que le jury ne vous coupe parce que vous avez dépassé les 10 minutes. C'est jamais très agréable de ne pas aller au bout de son propos et ça peut vous déstabiliser. Et pour ça, effectivement, le faire devant quelqu'un et se filmer, c'est extrêmement riche parce que vous allez voir des tics de langage ou des attitudes que vous pourrez éventuellement corriger pendant l'été. Un truc sur lequel j'aimerais insister aussi, c'est sur la structuration de la présentation en elle-même. On en a bien parlé. Hein. Oui, on l'a dit. Oui, Ouais, j'en ai parlé. Fais pas de redite. Ah si, je vais une redite, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment ça qui va faire la différence aussi, c'est les candidats qui vont dérouler le truc en mode ma vie, mon œuvre, et ceux qui auront structuré leur présentation. En fait, c'est vraiment ça qui est super important, je trouve. Du coup, pour faire le réitérer. Ça me fait penser d'ailleurs, tu as bien fait, pas de présentation en ordre chronologique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À éviter, parce que ça, ils n'aiment pas. Voilà, pardon. Ne répétez pas votre CV. Ils ont entre les mains ni la lettre de motivation d'ailleurs. Il faut trouver effectivement une accroche et une façon de raconter, si possible, une histoire qui est la vôtre sur votre parcours, vos motivations, votre projet professionnel, mais surtout pas effectivement de façon linéaire parce que, encore une fois, le jury va voir défiler des candidats et il faut essayer de le réveiller un peu en apportant des éléments un peu originaux dans la manière de vous présenter. Aussi, vu que c'est un entretien d'embauche comme un autre et qu'il y a du monde en face de vous, il y a moyen qu'ils aient des approches différentes, qu'il y ait des membres du jury qui soient plus sympathiques, d'autres moins sympathiques. En fait, il ne faut pas se laisser déstabiliser par les questions qui vont sembler un peu rudes ou un peu qui vont questionner votre projet. C'est une façon de vous tester et de voir un peu ce que vous avez dans le ventre. Alors, le but n'est évidemment pas d'être méchant envers vous, même si des fois on dirait. Mais non, c'est absolument pas le but. Et en fait, la seule réponse dans ce genre de cas, c'est de sourire, éventuellement de prendre quelques secondes pour prendre le temps de développer sa réponse et puis ensuite de répondre calmement, poliment et vraiment, enfin, faut absolument pas vous dire que c'est contre vous personnellement, c'est aussi une façon de vous tester et de voir vos capacités face au stress. Et d'ailleurs, le jury préférera que vous lui disiez que vous ne savez pas, plutôt que vous répondiez un truc en les prenant un peu pour des crétins, parce que ça passera pas, ils le seront très vite. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans votre présentation, vous allez dire, je me projette, j'ai toujours rêvé de travailler à l'URSSAF, par exemple. Voilà, et ça fait juste pire. Mais dans ce cas-là, connaissez par cœur la coge, surtout parce que bien sûr, ils vont vous dire ah bon, mais alors qu'est-ce que vous pouvez. Enfin voilà, ils vont vous demander les grands actes de la coge, etc. Voilà. En fait, tout ce que vous allez écrire dans votre CV, lettre de motivation et dans votre présentation orale, c'est un peu des perches aussi que vous allez tendre au jury. Donc, ne tendez pas des perches sur lesquelles vous n'allez pas ensuite pouvoir développer un propos parce que vous allez vous piéger vous-même. Un conseil aussi que je donnerais, c'est la sincérité. Il faut arriver à être soi-même. Alors forcément, on est soi-même dans un contexte de jury, donc vous êtes stressé et puis vous avez préparé la chose. Néanmoins, si vous dites des choses dans lesquelles vous ne croyez pas du tout, ça va se voir. Donc n'essayez pas d'inventer effectivement un projet professionnel ou quoi que ce soit, parce que si ça sonne faux, le jury le verra et ce sera pas apprécié. On l'a évoqué sur la partie lettre de motivation, je crois. Mais pour donner un peu corps à votre projet professionnel, sans avoir forcément un projet abouti, il est intéressant d'aller voir les offres d'emploi, je pense notamment au site La Sécu Recrute, d'aller voir ce que sont des emplois de manager stratégique, de responsable de département, d'attaché de direction, d'agent de direction, pour vous familiariser un petit peu avec les attendus, avec le vocabulaire qui est celui de la sécurité sociale, notamment pour les externes et troisième concours. Pour vous acculturer un peu à tout ça et pouvoir dans la conversation montrer que vous êtes renseigné en fait vraiment véritablement sur les débouchés et le type de métier en sortie d'école et à plus long terme. L'actu de la sécurité sociale aussi est importante. Enfin, nous, on a passé les oraux en période de signature de coche, donc du coup, on nous attendait au tournant là-dessus, mais il y a toujours une actu de la sécurité sociale en cours et c'est bien de la connaître. Et dans la continuité de ce que disait Charlie pour le grand oral, je vous invite fortement, à défaut de pouvoir faire un stage, parce que comme l'a dit Estelle, des fois, ce sera peut-être pas forcément évident. Si vous pouvez le faire, je pense que c'est un plus.
Néanmoins, échanger avec des agents de direction, vous pouvez en contacter certains facilement, peut-être pas tous, mais en tout cas quelques-uns sur certains réseaux sociaux. À défaut, vous pouvez trouver une adresse afin d'échanger avec eux sur la posture adaptée. Ensuite, je vous conseille, je vous préconise de vous renseigner sur le programme de la scolarité. La sécurité sociale, enfin, le N3D, c'est d'abord avant tout une école de management. Et il y a tout un programme à connaître, à maîtriser, et sur lequel je vous invite à vous pencher. Autre point, il me paraît important d'avoir une vision sur vos points forts comme vos points faibles, avec des axes d'amélioration, et d'essayer de les préparer, de le mettre en relation avec ce que l'école vous apportera. Oui, alors effectivement, point fort, point faible, je ne m'y attendais pas, mais c'est une question qui existe encore dans certains entretiens d'embauche et qu'on m'a posé lors du grand oral. Genre, donnez-moi 3 qualités, 3 axes d'amélioration, donc ça fait partie des questions. Et pour rebondir sur... Apollonia, Estelle, il y avait une question qui revient régulièrement, c'est quel est votre personnage idéal, qui est votre idéal. Alors évitez Simone Veil et compagnie, parce que ou Dominique Libaud par exemple, je ne sais pas, voilà, c'est un peu trop convenu, ils l'ont entendu 20 fois. Pas qu'on n'aime pas Simone Veil. Non, voilà. Non, c'est pas Dominique Libaud. Non, mais voilà, La Roque et compagnie, oubliez quoi, parce que franchement là, je crois qu'ils vont éclater de rire. Faites preuve d'originalité. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais préparé Elton John. C'est assez aux antipodes de ce que je suis, mais du coup, enfin voilà, dis donc préparer le truc parce qu'il c'est pas juste. Ah bah tiens, moi c'est Elton John. Bah pourquoi Et il faut forcément faire retomber sur ses pattes et faire un lien avec bien sûr le N3S. Et d'ailleurs, effectivement, il y a la Sécu recrute, mais il y avait aussi des témoignages, je crois, d'anciens élèves sur le site de le N3S. Il y a un podcast aussi. Ouais, c'est pratique parce que si vous êtes interne ou externe, il y a les deux, il y a vraiment les deux parcours, donc ça peut quand même un peu vous inspirer. Et après, il y a LinkedIn aussi, si jamais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais contacté des AD directement sur LinkedIn pour leur poser des questions. Souvent, c'est les anciens de l'école, donc ils sont contents de reparler de leur parcours à Saint-Étienne. Enfin, de toute façon, vous perdez rien à demander. Je me permets d'intervenir aussi. Point très pratique, lorsque vous serez dans la salle et tout, il y a plusieurs personnes en face de vous qui sont un peu un peu comme nous, là. Un peu en arme de cercle, non pas en arme de cercle, mais voilà, un peu comme nous, effectivement. Mais en moins sympa. Moins détendu. Regardez tout le monde. Lorsque vous parlez, pensez vraiment à ne pas rester votre regard figé sur une seule personne. Essayez de balayer un peu le regard de la pièce. C'est plus sympa aussi pour le reste des membres du jury. Oui. Et juste pour rebondir, vous n'avez pas d'horloge ou vous n'avez pas de moyen dans la salle de voir l'heure. L'horloge sera derrière vous. L'horloge sera derrière vous. Donc, soit munissez-vous de votre montre ou alors, mais soyez extrêmement bien timé sur votre présentation parce que 10 minutes, c'est vraiment le maxi. Ils vous coupent. Ouais. Donc, on fera Décathlon, chronomètre. Moi, personnellement, j'avais une montre, mais en fait, j'arrivais pas à la regarder parce que, regarder sa montre comme ça, je trouvais que ça faisait un peu. Et puis la mettre sur la table, j'étais pas à l'aise. Donc, moi, je connaissais ma présentation et je savais le temps que j'avais. Pour les candidats externes qui n'ont pas trop d'expérience professionnelle, je me permets juste de revenir un tout petit peu sur les mises en situation. Je trouve qu'ils sont quand même importantes. Donc, il y aura quasiment toujours une mise en situation. Alors, pour celle du droit du travail, je laisserai Emma répondre, mais dans le grand oral, en tout cas, c'est sûr qu'il y en aura toujours une. On n'attend pas à ce que vous soyez expert. Le but, c'est surtout de voir comment vous appréhendez la situation. Et dans ce cas-là, je trouve la meilleure technique, c'est encore de poser des questions en vous faisant préciser votre position dans l'organisme. Qui est mon supérieur? Est-ce que je risque de le court-circuiter si je passe avant lui? Quel est le contexte? Ça aide à contextualiser, ça aide à montrer que vous êtes intéressé. Et après, n'hésitez pas non plus à rester humble dans votre réponse. C'est pas la peine de déployer un plan quinquennal ou de sortir des grands yaka faucons, mais en gros d'essayer de faire preuve de bonne intelligence. Et même si la réponse n'est pas parfaitement juste, parce que pour peu que vous n'ayez pas jamais travaillé en organisme de sécurité sociale, vous ne pouvez pas le deviner. Essayez de voir que, ça permet d'évaluer vos qualités managériales. Donc, le fait de montrer que vous savez ne pas agir comme une tête brûlée, que vous n'agissez pas forcément tout seul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme préconisation que le jury aime entendre vraiment Oui, en fait, ils veulent voir un peu si vous savez prendre de la hauteur sur le sujet. Moi, dans ma mise en situation, j'étais tombée sur vous devez mettre en place une permanence d'accueil. Comment faites-vous très concrètement? Et j'ai oublié de parler d'avertir le CATSE.
Et on m'a reprise un peu à ce niveau-là parce qu'on m'a dit oui, vous êtes issu d'un master en ressources humaines et vous ne pensez pas à avertir le CSE. Oui. Donc voilà, pensez bien à mettre en relation la mise en situation avec votre parcours, ce que vous êtes censé connaître et essayez de prendre un peu de la hauteur sur le sujet et de ne pas partir bille en tête sur il faut que je mette en place ça. Ouais, c'est ça en fait. Et alors, c'est pas toujours évident, mais parfois, ils veulent simplement faire aussi appel un peu à votre bon sens dans une situation de la vie concrète d'un organisme. Hein, s'il y a une situation, une mise en situation avec une agression, une urgence, etc., il y a des réflexes qui concernent les secours, la police, etc. Donc, on attend aussi ça de vous, que vous soyez en capacité de dire, face à une urgence, la première question, c'est pas une question de droit du travail, mais c'est simplement qu'est-ce que je fais concrètement avec mes équipes. Donc effectivement, suite à la présentation de 10 minutes, là, ensuite ça part dans des questions qui peuvent être très très variées, hein. Des mises en situation, des questions sur votre parcours, sur votre CV, votre lettre de motivation, des questions de culture générale. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver en forme le jour J, parce qu'il faut rester en alerte et assez vif. Comme le disait, je crois que c'était Jeanne qui disait ça, il faut parfois prendre le temps d'un bref silence avant de répondre. Hein, c'est pas, il vaut mieux prendre un bref temps pour réfléchir avant de répondre plutôt que de se lancer tête baissée dans une réponse incohérente. Privilégier aussi des réponses courtes, de mon point de vue. Lorsqu'on vous pose une question, on n'attend pas que vous partiez dans un exposé de 5 minutes. On vous a posé une question, essayez d'y répondre le plus simplement possible, sinon voilà, ils vont vous couper, et puis voilà. Et vous-même, si vous essayez de développer, de partir en longueur, la plus-value de ce que vous allez apporter ne sera pas forcément là, donc essayez d'être assez concis dans les réponses. Et effectivement, le but pour moi, c'est que justement, ça devienne de plus en plus une conversation avec les minutes qui passent. Et là, c'est plutôt bon signe si vous avez l'impression que ça devient une conversation et non pas un interrogatoire. C'est plutôt bon signe parce que le jury mène avec vous une conversation et donc se projette effectivement en train de travailler plus tard avec vous. Comme l'a dit Estelle, je crois, c'est véritablement, il faut s'imaginer ça comme un entretien d'embauche. Ça ressemble vraiment à ça et il faut, à mon avis, se mettre dans cette posture-là. Je ne sais pas si on peut faire peut-être un petit tour de table des mises en situation, si on est tous tombés sur une mise en situation à l'oral. Alors moi, personnellement, j'ai pas eu de mise en situation. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas eu de mise en situation. Je sais que d'autres qui avaient une fonction, je parle pour les internes, hein, qui avaient une fonction de manager, ils ont eu des mises en situation managériales. Par exemple, vous avez un agent qui est en état d'ivresse, comment vous gérez la situation? Vous pouvez avoir ce type de... Effectivement, c'est ce type de situation qui revient parfois dans les mises en situation. Ou alors un allocataire qui arrive à l'accueil, qui est violent, comment vous faites, comment vous gérez? Moi, j'ai eu une mise en situation sur alors c'était plutôt lors de mes entraînements, mais c'était avec un ADD qui m'avait demandé ce que je ferais si je constatais un collaborateur alcoolique. Ouais. Et je vais faire un petit point sur les spécificités du grand oral pour les troisièmes concours, même si on est minoritaire en nombre, mais il y a des spécificités, donc j'en profite pour en parler. Donc le grand oral dure 45 minutes, vous avez 10 minutes de présentation, comme pour les autres voies d'accès, et ensuite c'est donc 35 minutes de conversation avec le jury. Cette conversation est basée donc sur le CV et la lettre de motivation, mais aussi sur la note de réalisation probante que vous avez fournie lors de votre inscription au concours. Le coefficient est de 8 puisque vous n'avez pas d'autre oral, donc coefficient 8 pour ce grand oral qui équivaut au coefficient total des épreuves écrites, donc c'est véritablement déterminant pour votre admission. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on teste autant vos connaissances que votre capacité à rebondir sur les sujets, à réagir face à des questions qui peuvent être parfois déstabilisantes. Et ça, c'est vrai pour tous les oraux, que ce soit interne, externe, troisième concours.
Pour vous donner la diversité des sujets qui peuvent être abordés dans la conversation, on m'a demandé comment j'avais préparé le concours, mon avis sur la réforme des retraites, sur l'usage du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. On m'a parlé de l'Archipel français, qui est un ouvrage de Jérôme Fourquet, et ça, je m'en suis souvenu dans le tram du retour. De donner les enjeux actuels de l'assurance maladie, de parler de la crise du logement, parce que mon passé professionnel était dans l'urbanisme et le logement, donc on m'a interrogé là-dessus. Et puis tout d'un coup, on vous demande, mais quelle sera votre légitimité pour encadrer une équipe de 250 personnes? Donc voilà, ça va vraiment un peu dans tous les sens, donc il faut être prêt à réagir et à rester posé malgré tout sur tous les sujets qui vont être abordés. Et comme le disait Estelle, on a le droit de ne pas tout savoir et il vaut mieux admettre sur une question qu'on n'a pas la réponse plutôt que de tenter quelque chose qui risque de ne pas être convaincant. Pour les troisièmes concours aussi, comme vous ne venez pas de la sécurité sociale, c'est pas forcément évident de s'acculturer à cet univers professionnel-là. Donc, ayez des bases, hein, évidemment, sur l'état des finances publiques, tant côté État que sécurité sociale. Les derniers rapports de la Cour des comptes et les principaux axes des conventions d'objectifs et de gestion, les COJ, qui vous permettront de ne pas rester sec face à des questions qui concernent les enjeux actuels de la sécurité sociale au sens large. Voilà pour le grand O version troisième concours. Est-ce que sur le sujet grand oral, il y avait d'autres points abordés ou pas? On n'a pas de questions particulières là-dessus. Est-ce qu'on a fait le tour des questions dans le chat? Je crois que oui. Oui, ça t'est répondu au fur et à mesure. Alors, j'ai omis de lancer l'enregistrement au début du webinaire, donc on va, puisque mes collègues sont d'accord pour faire un peu d'heures supplémentaires, on va revenir rapidement sur quelques conseils qu'on a donnés en début de webinaire. Donc, pour ceux qui ont déjà assisté, ça va être une redite. Et pour ceux qui verront le webinaire en replay, comme ça, vous n'aurez rien manqué. Donc, on avait commencé ce webinaire par quelques éléments sur les dates. Donc, mais les dates, vous les trouvez sur le site de l'N3S, les dates des oraux, donc c'est inutile d'y revenir. On rappelle qu'on va organiser des oraux blancs dès que les résultats de l'admissibilité seront tombés. Donc, on s'organisera pour réaliser des grands taux blancs en visio. Et puis, on avait donné quelques conseils pour préparer, pour gérer l'été, maintenant que vous avez passé les écrits. Arriver à les principaux conseils qu'on a donnés, c'est de prendre le temps de se reposer, c'est-à-dire que vous avez passé les écrits, il faut absolument prendre le temps de digérer cette phase-là. Vous avez passé une année de prépa qui peut être éprouvante, donc on prend le temps de se reposer. On planifie aussi des vacances pendant l'été et on se remobilise ensuite pour des révisions. Notre conseil, c'est de planifier justement ces révisions de la même façon que vous avez pu le faire pour préparer les écrits. Il faut planifier l'été de façon à optimiser optimiser son temps, à la fois de prévoir du repos et des phases de travail pour arriver en forme et prêt le jour J. Et puis d'insister aussi sur le rôle des entraînements, donc de s'entraîner, c'est une clé de réussite, tout comme ça l'était pour les épreuves écrites. En conditions, si possible, Voilà. avec le timing. Vous connaissez le timing pour chaque épreuve. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous entraîner comme si vous étiez le jour J. Et comme ça, vous n'avez pas de surprise, vous n'avez pas de stress. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres conseils sur la période estivale que je n'aurais pas évoqué? Non. Rester mobilisé, Oui. Voilà, pas se démobiliser, vous aurez peut-être des coups de blues à un moment donné avec des doutes, savoir si vous allez être admissible ou pas. Voilà, faut rester focus sur votre objectif. Alors, c'est vraiment se rester l'attente des résultats, c'est vrai qu'elle peut paraître longue, surtout on va dire comme disait Pierre tout à l'heure, les 15 derniers jours avant les résultats, effectivement.
les nerfs peuvent être mis à rude épreuve. Mais voilà, ne vous démobilisez pas, restez concentrés, puis ça va le faire et on vous attend pour les euros blancs. Est-ce que Emma, tu veux bien redonner les principaux conseils sur CV lettre de motivation? Oui, donc pour revenir un peu sur le CV lettre de motivation, le CV, très rapidement, pensez à bien actualiser votre CV sans faute, forcément, avec un CV qui soit aéré et une photo en couleur qui est obligatoire. Donc, de toute façon, toutes ces infos-là vous seront transmises par l'école. Attention sur le CV, tout ce que vous pourrez mettre pourra être utilisé pour ou contre vous lors de l'oral. Donc, pensez à bien, par exemple, vos adresses, vos loisirs peuvent être des sujets de questions lors du grand oral. Pensez à bien connaître ces éléments, essayez de ne rien laisser au hasard ou alors de trouver une pirouette pour vous en sortir. La lettre de motivation, c'est une lettre de motivation qu'on conseille de faire une page et demie max du max, mais plutôt une page, d'être cohérente et structurée avec des idées rassemblées par thématique. N'hésitez pas à la faire relire et vraiment les fautes sont pas admises dans ce rédhibitoire. Oui, c'est pas admis à ce niveau-là, donc faites vraiment relire votre lettre de motivation. Votre lettre de motivation doit être stratégique, c'est-à-dire que vous pouvez amener le jury vers ce vers quoi vous voulez être interrogé grâce à votre lettre, donc essayez de la penser de façon un peu stratégique. Et votre motivation, elle doit surtout porter sur des fonctions managériales et d'agents de direction. Donc, il ne s'agit pas juste de dire je veux travailler à la Sécu, il s'agit de prouver pourquoi vous voulez être agent de direction au sein de la sécurité sociale. Donc, c'est quelque chose à bien garder à l'esprit lorsque vous rédigez votre lettre. Pensez aussi à justifier votre intérêt pour la protection sociale, vos valeurs. Soyez authentique et sincère dans votre lettre. Il ne s'agit pas de mentir ou de raconter une histoire qui n'est pas la vôtre et qui transparaîtra lors du grand oral. Essayez de rester fidèle à vous-même. Et pour les projets professionnels en sortie d'école, si vous n'avez pas forcément un projet professionnel bien ficelé de A à Z, c'est pas très grave. Il s'agit surtout de montrer que vous connaissez les postes en sortie d'école, les débouchés, et que vous vous êtes renseigné sur le sujet et que vous n'êtes pas là par hasard, quoi. Donc, essayez, si jamais c'est un petit peu flou, essayez de justifier ce flou et de tourner ça de façon à ce qu'on comprenne votre intérêt et pourquoi vous êtes là. Et gardez à l'esprit que votre lettre de motivation, ça doit montrer au jury que vous serez un bon collègue pour le jury du grand oral. Merci beaucoup pour ces éléments. Il y a une question sur quel conseil pouvez-vous nous donner concernant le script à présenter au jury. Alors j'imagine que par script, vous entendez votre présentation orale de 10 minutes. Alors ça doit être personnel justement. Effectivement, il faut se démarquer en évitant, comme on l'a dit tout à l'heure, les présentations trop linéaires. Je pense qu'il faut évoquer, il faut commencer par se présenter, présenter votre parcours, vos motivations et votre projet professionnel. Ensuite, il n'y a pas de plan type. Donc je ne sais pas si mes collègues veulent compléter, mais moi j'aurais pas de... Voilà, c'est une fois de plus rajouter pourquoi est-ce que vous voulez faire le N3S, pourquoi maintenant, que l'école peut vous apporter. Voilà, des réalisations probantes, parce que ça ne sert à rien de faire juste une liste à l'après-vert de vos compétences, donner des exemples concrets de choses que vous avez réalisées. Une fois de plus, même des jobs d'été, ça peut faire l'affaire, il n'y a pas de raison, c'est juste la façon dont vous allez présenter qui est importante. Et voilà, mais surtout, ne les endormez pas, quoi. C'est ça. En fait, un conseil qui peut être utile, c'est de le structurer un peu comme une dissertation avec des parties. Moi, je me souviens que je l'avais divisé en 3 parties pour structurer un peu en disant, voilà, là, je parle de mes études, puis ensuite, je parle pourquoi je veux entrer à la Sécu, puis ensuite, qu'est-ce que je projette. Ça fait, c'est ce qui est préconisé dans le rapport du jury, en plus. C'est ça. Après, le plan est libre selon ce que vous sentez, selon ce qui vous semble le plus cohérent pour votre récit. Mais en tout cas, ça permet d'éviter la question du plan chronologique. Pardon, Emma, je t'ai coupé. Oui, moi, j'avais juste essayé de faire un petit peu de storytelling dans votre présentation. Par exemple, moi, j'étais partie d'une petite expérience de 2 mois que j'avais eu en préfecture où je travaillais beaucoup sur des questions sociales et c'était ce qui m'avait intéressé, du coup, c'est les différents emplois du social. Donc, voilà, essayez de raconter un peu votre histoire et de la rendre intéressante aux yeux du jury. En revanche, il faut éviter, je pense, alors c'est mon avis personnel, j'attends de voir ce qu'en pensent les autres, mais éviter peut-être je rêve de... Alors, surtout pour les externes, peut-être je sais pas pour les internes, mais
Je rêve d'entrer à la Sécu depuis mon enfance. Dès le berceau, je savais qui était Pierre Larocque et j'ai encadré ma carte vitale au-dessus de ma cheminée. Bon, c'est peut-être pas la peine. Enfin, ils savent très bien que souvent, le N3S est découverte sur le tas et que bon, bah, la Sécu est une institution formidable, mais que bon, bah, on se rend compte de ses intérêts sur le tard aussi. C'est pas grave. Peut-être éviter voilà, la grandiloquence dans le récit qui, je pense, pourrait vous desservir. Très bon conseil. S'il n'y a pas d'autres Sur ces magnifiques paroles qu'on peut. questions, en conclusion, on voudrait remercier nos collègues de la promo là, qui nous aident aussi, notamment sur les corrections des concours blancs qu'on a pu faire. Donc, on remercie nos collègues de la 63e promotion. Donc, on vous donne rendez-vous effectivement pour des oraux blancs. On communiquera là-dessus sur les pages Facebook et LinkedIn. On diffusera également prochainement donc, le recueil de certains sujets d'oraux, toujours via LinkedIn. Et Pierre nous disait tout à l'heure que prochainement, il y aura une page Instagram en complément des réseaux sociaux existants, alors pas spécifiquement sur la prépa concours, mais sur une page administrée par les élèves de la promotion. Voilà, bah écoutez, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et on vous souhaite un très bel été, bon courage, ouais. reposez-vous et remobilisez-vous ensuite, mais Bon courage. restez motivés, Et à l'année ça va le prochaine. faire. Merci à tous.